Avec nous, la troisième journée démarre demain à la Ligue nationale de football de Kinshasa avec le derby des SMP, cercle sportif Makiso, au stade Père Raphaël de Lakétul, après que ce soit affronté Sporting Club Rogilu et Jeunesse sportive Bazano du Katanga. On tend vers le retour à la normale à Djera, épicentre de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, avec l'absence de détection de nouveaux cas depuis plusieurs jours. Néanmoins, il faudrait encore du temps pour s'en rassurer. En marge de la nomination par ordonnance présidentielle du secrétaire général du Conseil économique et social, le député Henri Thomas Lokondo se réjouit du début du fonctionnement de cet organe dont il avait initié le projet de loi. Bienvenue à tous. Satisfaction et fierté légitime après la nomination du secrétaire général du Conseil économique et social par le chef de l'État de la part du député Henri Thomas Lokondo, initiateur du projet de loi portant création de cet organe. L'élu de Mbandaka a laissé transparaître sa joie au cours de l'émission ITW, dont voici un extrait. Quand le chef de l'État avait promulgué cette loi, moi, j'étais très content parce que, vous savez, quand on fait un travail comme ça, surtout que c'est une loi organique qui doit non seulement être acceptée par ses pairs, parce que cette loi a été votée à l'unanimité au Sénat et pratiquement à l'unanimité également à l'Assemblée nationale. Et avant que le chef de l'État la promulgue, elle est passée par la Cour suprême de justice. Et là aussi, il y a des sommités intellectuelles pour juger la constitutionnalité de la loi. Personnellement, modestement, j'étais très content qu'on ait accepté et j'étais fier de notre Assemblée pour l'apport combien important de tous les collègues qui ont participé activement. Ce jour-là, la plénière, j'ai reçu au moins plus de 25 questions. Et j'ai vu même les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, qui s'étaient intéressés à ça. ITW que vous suivrez le 24 octobre prochain à partir de 18h45 heure de Kinshasa. Quand la publication d'un rapport soulève la tempête, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme est en train de passer ces dernières heures en République démocratique du Congo, puisque déclaré persona non grata pour avoir publié un rapport jugé inexact par le gouvernement sur l'opération de traque des délinquants dans la ville de Kinshasa. Pour avoir rendu public un rapport sur l'opération Likofi, jugé de malhonnêteté et de manque de professionnalisme, Scott Campbell, coordonnateur du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, est éligible à être considéré comme personne non grata. Nous avons décidé de mettre fin à notre collaboration avec M. Scott Campbell parce qu'elle ne vise plus, de sa part en tout cas, à promouvoir les droits de l'homme dans notre gouvernance, mais plus à devenir une caisse de résonance du Congo bashing en quelque sorte. Une autre réaction à chaud du gouvernement, c'est celle émise par l'entremise de son ministère de l'Intérieur qui avait compétence de mener l'opération Likofi. Face à la presse, Richard Muyej-Manguez-Mans a stigmatisé le contenu du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Le moment est sans doute venu de nous séparer d'avec lui et de demander au secrétaire général des Nations Unies de les retirer de notre pays pour manque de professionnalisme et d'honnêteté ainsi que des prises de position partisanes de nature à compromettre la stabilité des institutions. Nous estimons que M. Scott Campbell remplit désormais les conditions requises pour être déclaré persona non grata. Quant à la gestion de la criminalité urbaine, elle se poursuivra. Et nous annonçons d'ores et déjà le lancement de l'opération Likofi 3 pour la lutte contre la résurgence des Kuluna et de leurs affidés, n'en déplaise à M. Scott Campbell. Occasion pour le ministre de l'Intérieur de donner sa propre version des faits. Le BCLUDH n'a pas à confondre le mode opératoire des criminels qui ont intérêt à échapper à une reconnaissance facile avec celui des policiers utilisés dans l'opération Likofi, qui avaient le soutien de la population dans leur opération contre les bandits dits Kuluna. Étant ainsi fichés, bon nombre de Kuluna introuvables ont disparu de la circulation et se sont retrouvés certains à Brazzaville, en République du Congo, d'autres vers les provinces du Bas-Congo, Bandundu et de l'Équateur.
tensions, oui, entre le gouvernement et les bureaux conjoints de coordination des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais l'on espère tout de même qu'à court ou à moyen terme, il y aura un retour aux rapports harmonieux entre les deux parties. Des délinquants avaient tué à Kinshasa, des rebelles ougandais de la DEFNALU ont envoyé une vingtaine de personnes à la mort à Béni. L'insécurité persiste dans cette ville du Nord Kivu, nous dit Erika Smoïsi. Les rebelles ougandais à DEFNALU viennent d'enlever la fuite des Béni. Ils ont attaqué cette ville cosmopolite au Grand Nord Kivu la nuit du mercredi 15 octobre. L'heure de l'info locale indique les sources généralement bien informées. Ils ont pris d'assaut le quartier Ngadi, situé au nord du centre-ville à côté de la réserve d'Ngadi, où le général Atit Topoti Mamadou Moustapha Ndala a été tué. Selon le maire de Béni, président du comité urbain de sécurité, qui s'est confié à une des radios locales, le bilan provisoire de cette attaque fait état de 26 personnes tuées. Parmi les victimes figure un élément des forces armées de la République démocratique du Congo. Le forfait a été enregistré par le rebelle moyennant des armes blanches et légères, tandis que les mêmes sources. Le maire de Béni, Bonacon Massoumoukoundi, a déclaré une journée de deuil ce jeudi 16 octobre dans sa ville en mémoire des victimes des terroristes urbains. Les corps des victimes sont exposés pour l'instant à la tribune du 8 mars devant une population en visage rafraîchi. Par voie de conséquence, toutes les activités socio-économiques sont totalement paralysées. Les écoles aussi n'ont pas fonctionné. Les quelques élèves qui ont tenté allaient sont retournés. Selon les sources sécuritaires, les éléments de l'ordre sont à pied d'œuvre pour freiner cette hémorragie. Rappelons-le, cette attaque pitoyable dont la ville intervient après un mouvement de flux de réflexe de certains habitants du chef-lieu du territoire de Béni vers Béniville. Cette montée d'insécurité dans cette partie du Grand Nord Kivu froisse à divers degrés les habitants du territoire de Béni qui espéraient à la paix durable avec le déclenchement d'opérations sous Kola-An. Ces énièmes massacres ne pouvaient que susciter l'indignation du gouvernement, comme le fait savoir le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous allons exploiter un rapport que nous attendons incessamment des forces armées. Nous ne voulons pas nous aventurer avec des chiffres que les gens lancent ici et là. Il y a un rapport qui est en route, nous allons l'exploiter demain, que les faits sont quand même graves. Maintenant, sur le nombre de victimes, tout ça, nous préférons avoir des détails sous les yeux. Dans l'attente de l'émergence d'une classe moyenne en RDC, la plateforme syndicale Union fait la force s'est lancée depuis hier dans une étude sur le niveau des salaires dans le pays, enquête au cours de laquelle seront établis des chiffres sur ce que touchent les salariés en République démocratique du Congo. Les détails avec Constantin Tamboué. L'idée comme un seul homme, les délégués et permanents syndicaux des différentes organisations professionnelles réunies autour de la grande centrale syndicale Union fait la force lutte pour la réqualification de la politique salariale en RDC. Il s'agit d'un constat qui fera l'objet d'une étude lancée ce jeudi en vue de faire la lumière dans les prochains jours sur l'état des lieux des salaires des travailleurs de tous les domaines professionnels du pays. Nos salaires sont ceux de misère. Et encore, ils sont payés difficilement et dans certains cas, rarement. Les cas des SCPT, ex-l'OCPT, LAC et consorts qui totalisent des centaines de mois impayés. Comment rendre compétitifs les emplois des secteurs formels et informels dans l'administration publique, tout comme dans le secteur privé? C'est la problématique à laquelle l'enquête est censée répondre à travers des propositions concrètes des politiques salariales, selon les standards édictés par l'Organisation internationale du travail dont la RDC est membre. Oui, nous devons faire l'état des lieux. Il est important parce que dans notre pays, il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a que les riches, je peux dire entre guillemets, et qui se recrutent parmi les personnels politiques. Je peux dire il y a des députés, les ministres, mais ils sont aussi dans une situation de travail précaire dès lors qu'ils n'ont pas souscrit à la sécurité sociale. Alors pour avoir une bonne politique salariale, on ne peut pas y aller en tapant sur la table ou en criant. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de la recherche, un monde de la réflexion pour qu'on puisse déboucher sur le développement.
Un appel des syndicats lancé à tous les acteurs du domaine professionnel pour fournir de chiffres sur l'emploi en RDC et les résultats de l'enquête sont attendus avant octobre 2015. Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme a reçu hier Russ Feingold, envoyé spécial du président des États-Unis pour la région des Grands Lacs. En séjour en RDC, il s'est agi pour les deux personnalités de voir ensemble les modalités et les opportunités de partenariat dans le secteur environnemental et touristique entre les États-Unis d'Amérique et les Grands Lacs en général et la République démocratique du Congo en particulier. On l'écoute. J'ai été très impressionné par les priorités que M. le ministre a mentionnées. Il a parlé des efforts que déploie la République démocratique du Congo pour gérer la forêt qui est la seconde forêt au monde. Il a parlé des efforts de protection de l'environnement, de la protection des parcs et particulièrement de la protection vis-à-vis des groupes armés et la promotion de l'écotourisme. J'ai aussi partagé avec lui une proposition des miennes de créer un partenariat entre les États-Unis et les pays de la région des Grands Lacs pour faire de notre mieux pour avoir le plus de profit possible dans l'intérêt des populations qui se trouvent, qui ont des frontières internationales. Nous sommes donc en train de proposer un partenariat pour une coordination, pour parler des polluants, des occasions de pêche commerciale, du tourisme sur les lacs, de l'alimentation, l'apport en aliments pour les populations. Dans le nord des États-Unis, d'où je suis originaire, on les appelle aussi les Grands Lacs, nous avons eu ces défis. Nous voulons travailler avec les pays de ces régions pour nous assurer que ces lacs profitent au peuple. La planète a porté hier un intérêt particulier sur la journée mondiale de l'alimentation placée cette année sous le signe de l'exploitation des fermes et agricoles familiales, un choix qui conviendrait mieux pour satisfaire à la nécessité de nourrir davantage des personnes. Pour bien vivre et être en bonne santé, il faut une alimentation saine et équilibrée. À l'occasion ce 16 octobre de la Journée internationale de l'alimentation, le Programme alimentaire mondial ainsi que le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture mettent un accent sur l'agriculture familiale. Bien que l'on note des avancées réelles vers le but fin zéro, la population de la RDC, à l'instar des autres pays du monde, meurt encore de faim. Et pourtant, le pays dispose d'une terre fertile pouvant nourrir sa population, même à travers des potagers en famille. Selon le FAO, l'agriculture familiale joue un rôle crucial dans de nombreux domaines tels que la lutte contre la faim et la pauvreté, de même que le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut tout de même rappeler que le PAM, cette agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde, distribue de la nourriture dans des situations d'urgence. En plus du soutien des partenaires au développement, le gouvernement investit également dans des projets agricoles afin de lutter contre la faim, dans le parc de Bukangalonzo et même la ferme agro-pastorale de l'Insélé, pour ne citer que cela. L'alimentation est donc importante pour le développement d'une population. 2 mois après son apparition à Djera, dans la province de l'Équateur, la maladie à virus Ebola pourrait disparaître d'ici peu, vu l'absence de nouveaux cas détectés depuis plusieurs jours. Toutefois, il faudrait encore patienter quelques jours avant de se prononcer définitivement sur l'éradication de l'épidémie. La situation est sous contrôle et sous la maîtrise des équipes de surveillance à Djera dans les territoires de Bouindé. Depuis plus de 20 jours déjà, aucun cas d'Ebola n'a été enregistré dans ce coin du pays. Mais cette accalmie ne veut pas dire que la maladie est entièrement éradiquée. Il faudrait encore attendre quelques jours. 42 jours exactement. 42 jours exactement. Donc nous avons eu 20 jours, nous avons encore 22 jours pour devoir déclarer. Donc depuis qu'on a eu le dernier cas, ça fait 20 jours. Il nous faut encore 22 jours pour pouvoir déclarer que nous sommes à l'abri d'un nouveau cas. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Le Comité national de coordination de la lutte contre Ebola et l'ONGC Change continuent à sensibiliser les personnels médicaux ainsi que ceux de l'EPSP, car l'école est le meilleur milieu pour transmettre les connaissances. Nous savons quand les enfants quittent l'école, et surtout les tout petits à l'école maternelle, quand il est accueilli par cette leçon sur le lavage de mains,
et l'enfant rentre à la maison, la première chose que cet enfant fait, c'est de montrer à ses frères et sœurs, de se montrer à sa maman, à son père, comment le maître lui a démontré, lui a appris comment il faut se laver la main. C'est surtout les mesures de prévention que nous devons mettre à la disposition de l'enfant, à la disposition des élèves, à la disposition des étudiants, parce que l'école, comme vous le savez, est un milieu fixe, fermé. Et donc, un seul cas d'Ebola qui apparaîtrait dans une université, dans un institut supérieur ou au sein d'une école, si un cas pouvait arriver avec les différents contacts, vous imaginez ce qu'on pourrait avoir dans ce cas-là. Donc, nous faisons la prévention, mieux vaut prévenir que guérir. L'éradication de l'épidémie d'Ebola en RDC, tel est le souhait du gouvernement congolais et ses partenaires. Le respect strict des règles d'hygiène sont les moyens efficaces pour arrêter la propagation de cette maladie. Reparlons du Nord Kivu avec le lancement hier à Goma du projet de stabilisation de l'Est pour la paix après qu'il soit réalisé dans le Sud Kivu, projet qui va se poursuivre jusqu'en 2018, exécuté par le Fonds social de la République sur financement de la Banque mondiale. Patrick Sialois. Il a été lancé officiellement au Nord Kivu ce jeudi. Le projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix. Un projet financé par la Banque mondiale sous l'exécution du Fonds social de la République. Goma étant l'une des entités bénéficiaires, son patron Nanson Nkubuyandole s'en réjouit. Nous estimons que c'est un projet qui arrive à un moment propice. Parce que après les blessures que nous avons eues, après la destruction du tissu social et économique de notre ville et de la province, de la région, il a fallu que la population soit soulagée par de tels projets pour que nous puissions amorcer la reconstruction de cette partie de la République, mais aussi le soulagement de la population face à la misère qu'elle a connue pendant les périodes de guerre. À quoi consistent ces projets? Rifambo Elongo, coordonnateur national du Fonds social de la République, explique. Parce qu'aujourd'hui, le projet voudrait offrir une alternative attrayante par rapport à l'adhésion au groupe armé, par rapport au banditisme. Nous voulons justement créer des emplois, en commençant par les emplois temporaires, les travaux humains, mais nous allons apporter un accompagnement nécessaire pour qu'après les travaux humains, que chacun qui va accéder à ces travaux puisse avoir les possibilités et un encadrement nécessaire pour qu'il s'insère dans un secteur d'activité bien donné, bien choisi et pour lequel il aura tout l'accompagnement. Ces projets lancés au Nord Kivu par le ministre provincial et d'intérim de l'Intérieur, Moutete Mundenga, visent à améliorer l'accès des communautés vulnérables de l'Est de la RDC aux infrastructures socio-économiques et aux moyens de subsistance. Le monde francophone se retrouvera le mois prochain au Sénégal pour la 15e édition du sommet de la francophonie et le comité scientifique des pays participants s'affaire déjà à travers, par exemple, le Forum international des jeunes qui s'est tenu du 9 au 10 octobre dernier à Dakar. Le 15e sommet de la francophonie se tiendra à Dakar au mois de novembre 2014. Pour préparer ces assises internationales, les comités scientifiques procèdent à des consultations de haut niveau avec les institutions et pays participants. C'est pour cela que ce comité a organisé le Forum international de jeunes francophones du 9 au 10 octobre à Dakar. La République démocratique du Congo a relevé de grands défis dans le monde francophone pour la réussite du 14e sommet de la francophonie, tenu à Kinshasa du 12 au 14 octobre 2012, de la 2e édition du Forum des femmes francophones, tenu du 3 au 4 mars 2014, toujours à Kinshasa, et autres défis majeurs à la tête de cette organisation internationale de la francophonie. À la clôture de ce forum, Francine Mouyumba, qui a piloté la commission chargée des recommandations, a remercié les participants pour le travail abattu. Réformer le système éducatif pour avoir une formation beaucoup plus axée sur la pratique et adaptée aux besoins des jeunes francophones tout au long de leur cursus scolaire et universitaire. Remercier également le président Macky Sall et l'OIF pour la tenue de ce forum et les jeunes leaders du Sénégal pour avoir impliqué la RDC dans l'organisation de ces forums.
Les livraisons de la presse de ce début du week-end sont à découvrir à travers les lignes face à la motion de défiance de Badi Banga. La prospérité mobilise toute la majorité présidentielle derrière Kitebi. Le cri de cœur est donc là à la majorité. L'on considère que laisser couler Kitebi, c'est compromettre toutes les chances pour l'actuel Premier ministre de travailler. Autrement dit, casser Kitebi, c'est casser aussi et sacrifier Matata, avec lui l'ensemble de son équipe. D'où l'appel à l'unition et à la conjonction des efforts pour ne pas offrir à Sami Badi Banga, le président du groupe parlementaire UDPS et allié, initiateur de la motion de défiance, l'occasion de faire aboutir sa démarche aux effets d'une bombe à déflagration. Ainsi, croit-on dans les cercles UP que la majorité, en dépit de ces dernières conclusions, n'est peut-être descendre des ambitions individuelles, comme on a toujours été le cas à la veille des grands bouleversements politiques en République démocratique du Congo, est tenu de se ressaisir à tout prix. 2 mois après avoir quitté Kinshasa, Etienne Tshisekedi rappelle le vrai modérateur. Bruxelles en ébullition après son départ en urgence de Kinshasa le 16 août 2014 à bord d'un avion médicalisé. C'est le blackout total sur la suite des événements. On en sait très peu sur son état de santé. Seule réponse du côté de la famille. Le leader Maximo va mieux et aurait seulement des petits problèmes de tension. À l'exception du cercle des intimes, rares sont ceux qui peuvent rendre visite à Tshisekedi. Au sein de la diaspora, après agitation à l'arrivée de Tshisekedi à Bruxelles, certains aimeraient en savoir plus. Sport à présent, la 3e journée à la Ligue nationale de football. On parle d'Arin Club Motema Pembe qui reçoit demain le cercle sportif Makiso au stade Père-Raphaël de Lakitule. En match dans levé des rideaux, le Sporting Club Rogelui affrontera la jeunesse sportive du groupe Bazano du Katanga. On rappelle que le DSMP occupe la tête du groupe B avec 6 points à son actif. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.